Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Aton, je suis acteur, auteur et aussi ancien, GIGN. Alors on va remonter, j'ai plein de choses à vous dire, mais tout ça, ça prend naissance en fait quand j'étais petit. Alors quand j'étais, enfant, j'ai été victime un petit peu de ce qu'on appelle le harcèlement. J'étais un petit peu chahuté par, des camarades et pas seulement forcément des camarades, mais des enfants, adolescents qui étaient un petit peu plus âgés que moi et qui me tournaient un peu en dérision et qui me harcelaient. Donc, je trouvais ça extrêmement injuste et j'avais envie d'apporter une réponse à ça. Mais quand on est enfant, on n'a pas forcément, toutes les armes et c'est très difficile d'en parler. Alors je me suis tourné vers la fiction, vers le cinéma et en fait, mes inspirations à moi étaient les acteurs hollywoodiens. Alors, moi, je suis né fin 70, hein, 78, donc mes inspirations étaient Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme. Voilà, des gens comme ça, des gens qui étaient forts. Sylvester Stallone, c'était Rocky, c'était Rambo. Schwarzenegger, c'était son film Predator. Le gars, il avait des bras comme ça, indestructible. Et là, en fait, dans ces gens-là, j'ai eu cette inspiration me donnait de la force et j'avais envie d'être eux parce qu'eux étaient respectés. Et en même temps, je me suis dit: «Si j'arrivais à être aussi fort qu'eux, bah, je serais fort pour me défendre moi, mais je pourrais même défendre au-delà. Je pourrais défendre ceux que j'aime». Et ça, c'était très important pour moi. J'étais très tourné vers la famille, vers les proches. Donc ma vocation, pour moi, c'était clair, je serai acteur hollywoodien plus tard. Hyper ambitieux. Tout le monde me disait que, bah, c'était un doux rêve et que être acteur à Hollywood, bah, c'était réservé à très peu de gens sur cette terre et que c'était des gens qui étaient exceptionnels, et ce qu'ils étaient seulement humains. Heu, Là, la question se posait. La question, je me la posais, en tout cas. Les années sont passées. À l'âge de 16 ans, en 1994, je suis témoin d'une intervention du GIGN. C'est celle de Marseille-Marignane, où là, on voit, c'est les images qu'on a tous un petit peu en tête de cette passerelle qui arrive sur cet avion avec ces gens qui sont cagoulés, gilets pare-balles, armes à la main, et en fait qui pénètrent dans l'avion et qui vont libérer les plus de 270 otages. Et là, en fait, pour moi, il se passe quelque chose. Je me dis: «Mais qui sont ces hommes?» Parce que moi, je rêve d'être un acteur, mais les acteurs jouent. Eux, ils ont joué leur vie. C'est du vrai. Et donc la vocation, elle a pas changé parce que j'ai toujours cette ambition de devenir acteur, mais je me suis dit: «Pourquoi pas être GIGN avant et faire peut-être pour de vrai ce que je pourrais faire après, pour de faux?» Donc je me suis intéressé au GIGN et je me suis dit: «Peut-être que ce sera plus accessible dans un premier temps», donc je me suis concentré sur qui ils étaient. Et en fait, dans tout mon entourage, dans les reportages que je pouvais voir, les livres que je pouvais lire, c'était des dieux. C'était c'était des gens qui n'étaient pas humains, c'était surhumain. Mais il m'en fallait plus pour me décourager et je me suis dit: «Bah, en fait, à moi de devenir aussi un héros, heu, en passant par le GIGN. Je serai un héros du GIGN et après je serai un héros comme, Sylvester Stallone ou Schwarzenegger ou Jean-Claude Van Damme ou bien d'autres». Donc j'ai commencé à m'entraîner et là encore, les gens qui m'entouraient me disaient: «Mais tu sais, le GIGN, regarde les reportages, c'est super dur. Regarde-toi, enfin, je veux dire, tu pas voilà, tu fais pas 2 mètres, tu fais pas». Bah, non, pour l'instant, non, j'ai 16 ans, mais en même temps, je vais travailler. Je vais travailler, je vais m'entraîner et puis, bah, je finirai peut-être par y arriver. Pour moi, c'était accessible. Je pouvais être un héros. Pourquoi? Parce que j'avais pas expérimenté la vie, j'avais pas eu beaucoup d'échecs, dans ma vie, je réussissais ce que j'entreprenais. Donc ça, c'était une étape en plus, voilà, c'était un objectif en plus et j'étais convaincu que j'allais y arriver. Mais plus je m'entraînais et plus je souffrais. Plus je souffrais, plus je me posais des questions à savoir est-ce que ce rêve, cette ambition est réalisable? Quand j'étais blessé, je me disais: «Est-ce que les hommes du GIGN, eux, à ma place, je suis sûr qu'ils seraient pas blessés. Je suis sûr que quand l'entraînement est dur, bah, pour eux, c'est pas quand pour moi c'est dur, pour eux c'est facile». Et en fait, je me suis éloigné un peu de cette ambition, de ce rêve qui me semblait inaccessible et tous les gens autour de moi, en majorité, bah, ils me disaient: «Bah, c'est bien, tu reviens à la raison». Et je me suis posé la question. À un moment donné, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Si ça, c'est
c'est inaccessible parce qu'en fait, moi, je ne suis qu'un humain. Moi, je ne suis qu'un être humain. Je cours, je suis fatigué, je m'essouffle, je tombe, je me fais mal. J'ai pas forcément envie de continuer parce que j'ai mal. J'ai envie de me soigner. Et en fait, je me suis posé la question, qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Et en fait, rien. Je n'avais rien envie de faire d'autre que d'être GIGN et d'être acteur. Donc je me suis dit: «Écoute, qui sont ces hommes-là? Est-ce qu'eux sont humains?» Foncièrement, c'est vraiment la question qu'il faut se poser pour savoir si moi aussi, je peux devenir, cet homme-là. Donc j'ai fait le chemin inverse. Je me suis dit: «Voilà, eux sont GIGN, ils ont la cagoule, ils ont le la combinaison». Avant, qu'est-ce qu'ils étaient? Beh, ils étaient des gendarmes, qu'il pouvait y avoir peut-être sur le bord des routes. Donc déjà, il y a un visage, il y a plus la cagoule. C'est beaucoup plus humain. Et avant ça, qu'est-ce qu'ils étaient? Bah, ils étaient lycéens, ils étaient collégiens, ils étaient comme moi, en fait. Donc en fait, ça m'a ouvert un champ du possible. Comme ils sont partis comme moi, ils ont été collégiens, lycéens, école de gendarmerie, gendarmes, GIGN. J'ai dit: «En fait, c'est possible». J'ai travaillé, je me suis entraîné et le fait de me dire que ces gens-là étaient humains, étaient comme moi, c'était possible, ça m'a motivé. Je me suis entraîné, je n'ai rien lâché. Je me suis dit: Juste la seule chose à ne pas oublier, c'est le travail». Et j'ai travaillé, travaillé avec acharnement. J'ai réussi ma semaine de test. Là, on est en 2003. J'ai réussi les tests et j'arrive à l'entretien du GIGN devant, mes futurs camarades potentiels. Et je leur dis, tellement je suis à l'aise, je suis chez moi, ça y est, j'y crois. Et je leur dis: «Beh, vous savez qu'en fait, entre vous et moi, il y a pas de différence. Moi, je suis comme vous». C'est pour leur dire, «Prenez-moi parce qu'on est pareil, vous et moi». Et là, ils ont éclaté de rire. Et je leur ai dit: «Mais non, mais franchement, j'y crois. En fait, la seule différence entre vous et moi, c'est que vous, vous êtes formés et vous avez vécu déjà quelques interventions qui font que vous avez plus d'expérience. Mais à la base, je suis le même guerrier que vous, moi. Je suis pareil». Ça les a fait rire. Bref, je suis rentré quand même au GIGN. Je pense pas qu'ils m'aient pris pour cette réflexion-là, mais je pense que j'avais fait mes preuves dans toutes les épreuves que j'avais passées. Je rentre au GIGN, donc je fais mes tests, mon prestage, mon année de formation et à la fin de la formation, en fait, on est récompensé par la remise du brevet. Brevet qu'on vous remet sur la poitrine qui vous dit que vous êtes opérationnel. Et là, en fait, c'est celui qui m'a remis le brevet, c'est Thierry Preugnot. Et là, il avait plus la cagoule, c'est celui qui est rentré le premier à Marignane avec le revolver. Et là, en fait, pour moi, c'était la première fois que je le voyais, c'était ce héros, le surhumain, le dieu. Et il arrive vers moi, donc avec, je me souviens, avec un bomber, c'est avec un bras abîmé parce que bah, il a encore ses blessures, et il me remet le brevet. Il me dit: «Porte-le haut et sois-en fier». Et là, je me suis dit: «Mais en fait, Thierry, bah, c'est un homme, quoi». On a discuté, on a échangé, et là, ma carrière a commencé. Je me suis très vite rendu compte qu'effectivement, être au GIGN, bah, c'est être au service, mais c'est aussi être humain. Et en fait, on fait avec ce qu'on a, on fait comme on peut. Et cette image que la population a du GIGN, le soldat, le hyper fort, nous, ça nous galvanise, ça nous donne du courage. Et on se dit: «Voilà, on appartient à ça». Puis on a un groupe, c'est très fermé, et en même temps, on se relaie à ça. On n'est jamais en permanence GIGN. Le GIGN, c'est 4 sections et on est d'alerte 2 semaines par mois. Donc en fait, c'est un relais, ce qui permet à l'humain, aux humains que nous sommes, de nous reposer, de nous entraîner, de nous remettre en condition. Ça, c'est ce qu'il y a derrière le rideau. Et en fait, c'est ce que les gens ne voient pas. Pendant ma carrière GIGN, j'ai vu des hommes blessés, j'ai vu des hommes mourir. Et ça, c'est le côté humain qu'en fait, la population ne voit pas. Elle voit le super-héros, le GIGN dans son ensemble. Mais le GIGN, il y a des retraités que certains croisent sans savoir qu'ils en sont. Et puis il y a des gens qui y sont actuellement et qui travaillent, voilà, mais qui sont pas moins humains. On a beaucoup travaillé, j'ai eu la chance de faire pas mal d'interventions, notamment une, c'était à Damartin, où j'étais prévu en tête pour rentrer, faire face aux frères Kouachi. Et cette force, en fait, hein, du groupe et de ce super-héros que représente le GIGN, et dont j'étais une des composantes, en fait, on est prêt au sacrifice ultime parce qu'en fait, on est porté par la vocation et par la population. Moi, je sentais vraiment la population qui avait derrière moi, derrière nous, à dire: «Mais vas-y, vas-y, on est avec toi». Donc en fait, on était là pour protéger la population et se donner tout ce qu'on avait de meilleur en nous pour faire barrage au terrorisme.
Donc voilà comment j'ai quitté le GIGN. C'était l'une de mes dernières interventions. Moi, j'ai quitté, on ne peut pas être plus humain, avec une prothèse au cervical, et une partielle surdité de l'oreille droite. Donc ça, ça rend encore les choses, on est bien humain. Il y a pas de héros, il n'y a pas de surhomme, hein, on est tous impactés. Et chaque homme du GIGN quitte en étant très blessé. Voilà, ça, c'est beaucoup n'aiment pas qu'on le dise parce que c'est vrai qu'il y a une certaine pudeur. D'ailleurs, quand je suis parti du GIGN, j'ai écrit un livre. J'ai eu cette proposition d'écrire où j'ai eu un petit peu de mal, hein. Pour moi, c'est assez compliqué de partager un petit peu, tout mon parcours, tout mon passé, mais les arguments étaient plutôt bons, de mon co-auteur. C'était à savoir, est-ce que toi, à l'âge de 16 ans, si tu avais eu un livre où un opérationnel aurait partagé son expérience en expliquant justement le côté humain de la chose, est-ce que ça t'aurait aidé? Souvenez-vous ce que je vous ai dit avant, bien sûr que ça m'aurait aidé. Ça m'aurait évité toute cette remise en question et ça m'aurait permis d'y croire plus vite. Donc je me suis lancé dans l'écriture. Mais cette écriture n'a pas été sans conséquence. Parce qu'en fait, le fait de partager sans filtre, de dire les choses avec le cœur, ça nous met un peu à nu. Et se mettre à nu dans notre société, c'est extrêmement compliqué. Ça a été compliqué de par, mes anciens collègues, mes anciens camarades, par l'institution, hein, je vais généraliser à l'institution. C'est-à-dire que là, en fait, tout ce que l'institution va mettre en œuvre à construire une image du GIGN pour rassurer la population. C'est vrai que qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant que d'avoir un Robocop à disposition qui va vous défendre? Le Robocop, il est inhumain, c'est un robot. Donc la peur, il ne connaît pas. La force, il l'a en constance, il l'a tout le temps. La faiblesse, il ne connaît pas. Et là, en fait, j'étais en train de montrer un visage du GIGN, bah, d'un homme avec ses qualités, sa force, sa faiblesse, sa vulnérabilité parfois. Donc ça n'a pas été forcément très, très bien pris, par l'institution. Et ensuite, il y avait la population. La population, donc les gens qui vont regarder le partage des vidéos, qui vont lire les livres. Et eux qui voient le GIGN, pareil, comme, le super-héros qui va les défendre, sur qui on peut compter. Et là, en fait, ils se rendent compte que, bah, la personne sur qui on peut compter, bah, elle a des faiblesses, quoi. Donc j'ai été, pas mal attaqué par, des gens sur les réseaux en disant qui ont remis ma parole en doute, qui ont dit: «Mais non, c'est un mytho, c'est pas possible. Ce qu'il dit est complètement faux». Et là, j'ai pris man vraiment, j'ai fini par avoir le syndrome de l'imposteur et à douter, en fait. À douter de qui j'étais, de ce que j'avais fait, de ma légitimité à partager. J'ai dit: «Mais en fait, je suis peut-être allé trop vite, peut-être que j'ai trop dévoilé» et on remet en cause ce que je suis et j'étais perdu. Et là, en fait, j'avais 2 solutions. C'était soit je posais le deuxième genou à terre, parce que j'en ai posé un, et je quittais la scène médiatique et tout ça, mais avec l'ambition de devenir acteur après, ça aurait été compliqué. Ou alors, je cherche à comprendre et je cherche la force. Et là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai été chercher l'essentiel. Est-ce que ce que j'ai raconté est faux? Est-ce que j'ai cherché la gloire? Est-ce que, mon intention est mauvaise? Mon intention n'est pas mauvaise, mon intention, c'est le partage. C'est justement de montrer que ce qui nous impacte nous en tant qu'humains, ça impacte tout le monde. Et si j'ai réussi à faire certaines choses, si j'ai réussi à atteindre mon objectif, moi, ça veut dire que vous tous, vous êtes en capacité à aussi réussir vos objectifs, aussi différents soient-ils. Et puis, est-ce que chercher la gloire? Certainement pas. Certainement pas parce que la gloire, je l'ai cherchée à un moment donné, comme tout le monde. J'ai cherché la reconnaissance, en fait, que j'ai pas, que j'ai pas toujours eu et que bien nombre de militaires n'ont pas. C'est pas forcément le seul moteur, mais ça peut être un moteur à notre vocation, à notre élan pour aller travailler, pour aller mettre sa vie en jeu. La reconnaissance est très importante, mais c'est pas forcément ma motivation première. Et puis en même temps, les remerciements qu'on m'adressait, pour moi, est-ce qu'ils étaient volés? Non, ils n'étaient pas volés parce que ce que j'avais fait, je l'avais bien fait. Donc j'ai pris ma part des remerciements et je dis: «Bah, merci de me remercier». Parce qu'effectivement, oui, je mérite des remerciements. «Ah, il est pas humble». Bah, écoutez, pensez ce que vous voulez, mais en tout cas, oui, je prends les merci. Mais par contre, sachez une chose, c'est que tout ce que j'ai pu faire, je ne l'ai pas fait seul et j'ai toujours tourné un peu l'axe de ce projecteur vers les unités. Et là, même encore aujourd'hui, c'est encore une occasion de partager, de dire: «Bah, voilà, moi, vous me voyez, vous pouvez me dire merci, mais ces gens-là, en fait, sont humains comme je me suis présenté à vous». Exactement pareil. Et puis bon, bah, les choses évoluent.
et le fait de se relever comme ça, bah, me donne aussi quelque part la force maintenant de me tourner vers autre chose. Là, dans pas longtemps, il va y avoir quelque chose, un événement qui va se passer pour moi qui est extrêmement important et qui met un petit peu tout ça un petit peu à jour, hein, tous ces doutes qu'on a pu me mettre dans ma tête. C'est la remise de la Légion d'honneur et j'en suis extrêmement fier et la personne qui va me remettre cette Légion d'honneur, c'est Thierry Preugnot. Souvenez-vous, celui qui est rentré le premier à Marignane, dans l'avion, qui a suscité cette vocation en moi, qui m'a remis le brevet et qui va bientôt me remettre, la Légion d'honneur. Donc en fait, je me dis: «Mais il y a quand même une constante dedans» et si lui qui m'a inspiré est encore là aujourd'hui, c'est que j'ai toute la légitimité quelque part pour être là et à faire ce partage et lui me dit: «Non, c'est très bien, tu l'as fait». Maintenant, je me tourne vers l'avenir, vers, Hollywood, les acteurs en France, tout ça. Et en fait, mes premières pensées étaient, «Waouh, Hollywood, Stallone». Là, je reviens en fait à ma perception d'avant et ma perception d'adolescent n'avait pas changé parce que j'avais mis ça un peu de côté. Et là, en fait, quand je repense acteur, je me dis: «Mais Stallone, en fait, c'est Rocky, c'est Rambo, ouais, mais c'est avant tout Sylvester Stallone, l'homme». Donc si lui, l'homme, a réussi à être Rocky, à être Rambo, bah, ça veut dire que moi, quelque part, moi aussi, je peux l'être. On a tous tourné, tous les hommes du GIGN de 1974 jusqu'à aujourd'hui, on a tous à un moment donné porté la tenue et puis on a passé le flambeau aux autres, aux nouveaux qui ont succédé et qui continuent encore. Et puis nous, on s'est mis en retrait. Et ben le Batman, il y a eu une tenue Batman, il y a eu un premier Batman et puis le costume n'a pas vraiment changé, mais l'acteur qui a enfilé la tenue, lui, il a changé et il a vieilli et il y a un relais qui se passe comme ça. Tout ça pour vous dire en fait que, bah, en fait, c'est pas la cagoule qui va faire, c'est pas la cagoule qui va faire l'homme et qui va faire, le GIGN. Ce qui va faire le GIGN, c'est les hommes, avec toutes leurs qualités, toutes leurs défauts, toutes leurs faiblesses et toute leur humanité. Et en fait, tout ça pour, bah, vous dire qu'on peut avoir une vision très idéalisée du héros, de quand on a un objectif en tête, qu'on se dit: «Voilà, je veux tendre vers ça» et ça me paraît impossible. Ben, en fait, faites le chemin inverse. De l'étoile, venez amener les choses jusqu'à vous et vous verrez qu'en fait, ça vous donnera le chemin pour aller à l'inverse et quels que soient vos objectifs, si vous démystifiez un petit peu la chose, il faut toujours garder cette part de rêve. Je vous assure que tout sera possible. Voilà.